La thématique de ce soir, c'est le problème de peau. Alors ça paraît très spécifique, mais en fait, on va voir qu'on peut englober beaucoup de choses derrière ces manifestations symptomatiques, que ce soit l'acné, le psoriasis, l'eczéma, le sclérose, les venin, les sécheresses cutanées. Ça, ce sont autant de manifestations différentes qui renvoient souvent vers une seule source. Le but, ça sera pas d'être dogmatique et catégorique à chaque fois pour vous donner la clé magique, puisque la peau, il y a aussi une réalité psycho-émotionnelle, somatique très très forte. Il faudra pas négliger. Donc, dans tout ce que je vais dire, je reviendrai souvent à la physiologie du corps, quelque chose de très pragmatique, analysable tout de suite. Par contre, il y a pour moi la dimension psycho-émotionnelle qu'il faut prendre au moins pour moitié dans ces problèmes-là, qui peuvent être analysés, et quand bien même on les aura analysés, réussir à trouver une outil thérapeutique idéal pour pouvoir libérer le corps de cette manifestation. Il faudra faire attention aussi quand je parlerai des solutions au niveau du corps pour le libérer de ces manifestations. Si je ne précise pas à chaque fois qu'il y a une cause émotionnelle, c'est un nom, ça coule sous le sens. Je ne reviendrai pas systématiquement dessus en disant il faut aussi prendre en compte le stress, etc. Donc voilà, je le dis, j'insiste dessus à plusieurs reprises maintenant pour que ce soit clair dans la tête de chacun. Vu qu'on est en petit groupe, je vais essayer de faire assez condensé pour laisser place à un échange à l'issue de la conférence où on pourra aborder des problèmes spécifiques, des exemples ou des méthodes particulières par rapport à des problèmes qui sortira un petit peu du cadre de ce que je vais présenter. En naturopathie, la peau, elle est considérée comme un alimentaire relais. On l'appelle souvent le troisième rein. Ce qui sous-entendrait que les reins sont ou pas assez fonctionnels, ou surchargés. De manière générale, le corps il possède plusieurs émonctoires pour assurer l'évacuation des déchets métaboliques. Quand on dit déchets métaboliques, ça paraît tout de suite sale, puisque le corps il vit sur des rythmes, comme des choses, donc l'assimilation des substances vitales, l'oxygène, les nutriments du corps, les micronutriments, les glucides, protéines, les vitamines, minéraux, les éléments, enzymes. Ce sont des choses qui permettent le développement de la vie et son dématement. Le fait de pouvoir utiliser ces nutriments va créer des oxydations, donc un rejet métabolique. La façon dont j'utilise du carburant dans une automobile, je rejette les gaz dans l'atmosphère. De la même façon que j'inspire de l'oxygène, je rejette du CO2. Mais j'ingère des aliments. Tout le travail qu'il va se faire au niveau cellulaire, ça va être métabolisé. Créé par le foie, renvoyé aux différentes cellules du corps. Donc ça va être tantôt le sang, les muscles, les ligaments, les organes. Pour assurer le bon développement des cellules qui meurent, il fait remettre cet effort. Et donc il y a un rejet des substances oxydées, je veux dire déchets métaboliques, déchets acides, j'emploierai l'un ou l'autre, ça voudra dire la même chose, dans l'organisme. C'est ce qui va être envoyé au niveau extracellulaire, dans le sang, dans la lymphe, en direction des reins. Les reins sont vraiment les organes éliminatifs du corps. Ils servent à filtrer le sang de ces déchets pour les évacuer hors du corps par les urines. Les urines, c'est une moins du sang filtré. On va avoir fait des déchets métaboliques, mais également des substances de grande valeur qui auront été évacuées ou par excès, ou par l'immétabolisation. C'est-à-dire si les ingèrent trop de calcium, ce sont les reins qui vont réguler le calcium dans le sang, entre autres, et qui vont avoir beaucoup à travailler. Pour diverses raisons, la plupart d'entre nous avons des reins fonctionnels, ne pas dire dysfonctionnels, pardon, mais plutôt sous-fonctionnels. Il y a le caractère génétique qui va s'exprimer. Et aussi le fait qu'on est dans une période de grande abondance au niveau de la consommation. Donc, dans la
période très connue de l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu tant de profusion dans les pieds, beaucoup de chaud, donc demande forte pour les organes à travailler. Et du coup, cette sursollicitation des reins amène immanquablement une fatigue. Si on coupe la sorte une diminution du sommeil, un accroissement du stress, alors ça peut paraître anecdotique le stress quand on parle d'un organe, parce qu'il y a beaucoup la plupart des régulateurs des organes sont des hormones et des neurotransmetteurs, et il y a différentes glandes qui vont gérer le travail des reins, notamment les glandes surrénales, comme leur nom l'indique, sont situées sur la coiffe des reins, juste au-dessus, des petits haricots, formés triangulaires, qui sécrètent bon nombre d'hormones. Ça va aller de l'aldostérone, cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, et vu qu'on évolue dans une période assez stressante pour l'organisme et l'intellect, il va être en surproduction de ces hormones, notamment le cortisol et l'adrénaline, qui va produire différents effets métaboliques et différents dysfonctionnements glandulaires, au niveau thyroïdien, au niveau rarement pour les femmes, parce que les glandes surrénales sécrètent aussi le progestérone, qui vient aider à compenser l'acidité générée par les oestrogènes. Et donc tout ce surplus de travail occasionné par les glandes surrénales amène une moindre allouée au rein, et à la fonction travail du rein, c'est-à-dire filtrer et éliminer. Ça fonctionnera un temps parce que le corps a des systèmes de compensation, il arrive à tamponner, mais au bout d'un moment, les jours se fait sentir. On le voit d'autant plus au niveau du gluten classique, avec recrudescence des dialyses qui sont effectuées depuis, on va dire, 10, 15, 20 ans, où là les reins sont à ce point dysfonctionnels qu'ils peuvent éliminer correctement les déchets métaboliques et les sang directement filtrés à l'extérieur. Donc ça c'est la première chose. Ça paraît déconnecté de notre problématique, c'est-à-dire problème de peau, sauf que si on voit que nos reins sont sous-fonctionnels, il faudra bien que les déchets qui ne peuvent pas être éliminés soient pris en charge. Alors une des solutions à ça, c'est où il va y avoir un flottage, qui sera dans les tissus adipeux, ça peut être plus, généralement, ça veut dire créer des états inflammatoires, des niveaux articulaires, ça peut être traduit sous forme de céphalée, différentes manifestations. Mais il y a une porte de sortie qui est idéale, et donc le troisième rein, la peau. La peau, elle mesure en surface, grosso modo, pour un individu lambda, elle est 75, 2 mètres carrés. C'est une grande surface. Donc on voit que c'est une surface d'échange. Il y a une façon qu'on peut mettre de la crème pour nourrir le corps, donc une restitution à l'intérieur de l'organisme. On voit aussi qu'il y a une zone d'échange vers l'extérieur à travers la sudation. Si vous avez déjà remarqué, la transpiration est plus ou moins odorante. Évidemment qu'une transpiration très odorante, très chargée, très acide, donc comme on l'a dit, une odeur acide, mais pourquoi le pH quand on dit transpiration acide? C'est évidemment qu'on rejette beaucoup d'acide au niveau de son métabolisme. Et généralement, ça va faire comme des micro-brûlures. En tout cas, une sensation désagréable sur le peau, une petite rougeur, voire de la sécheresse. La peau, naturellement, elle doit être très hydratée, très souple. On ne devrait pas avoir besoin de mettre des crèmes réparatrices ou nourrissantes, exception faite en hiver, surtout dans un arrangement avec de l'eau calcaire et puis du vent. Ça vient fragiliser la peau, ça c'est à peu près normal. Le reste du temps, ça l'est moins. Il y a aussi quelque chose qui est révélateur d'une transpiration acide, ce sont la facilité à avoir des coups de soleil. Évidemment, si j'ai une transpiration surchargée d'acide, ma peau va être fragilisée. Le soleil qui vient quasiment brûler sera impactant de manière très négative. C'est pour ça qu'on peut être sujet au coup de soleil à des moments de sa vie, et pas du tout après.
Donc on travaille sur la gestion justement de ces déchets métaboliques pour qu'ils sortent plus par la peau, pour avoir moins de manifestations de brûlure. Vous connaissez peut-être les remèdes de grand-mère qui consistent sur un coup de soleil avec du vinaigre de cidre. Alors on pourrait se dire le vinaigre c'est acide, parce que le vinaigre de cidre a la propriété, d'alcaliniser les cellules, pour avoir mis l'intérieur. Donc du coup, ça vient créer un tampon pour compenser l'acidité. Il y aura le même résultat avec le chlorure de magnésium, ou tout quelque chose d'addition. Donc on voit, par ces simples exemples, que déjà il y a des rejets sur la peau, qui même s'ils nous paraissent insignifiants, ont déjà un impact. Après, il y a deux choses qui vont faire qu'on peut avoir des problèmes de peau. C'est la surcharge d'acide qu'on pourrait avoir dans l'organisme, c'est-à-dire le potentiel vital de gestion des déchets se trouve dans ces points inférieurs à ceux du toxémie, que je suis en alerte au niveau du métabolisme, et je vais avoir des détoxinations forcées. Si l'organe préférentiel est la peau, puisque les reins et les foies ne sont pas de manière optimum, je vais avoir des manifestations cutanées. Tantôt des urticars, du psoriasis, de l'eczéma. À la limite, peu importe. En naturopathie, on ne va pas se soucier vraiment des symptômes. Si on le traite localement, bien sûr, les tisanes, les huiles essentielles, etc., on a plus d'effets sur un problème de peau que sur l'autre. Mais si on va à la source de la problématique, on doit se soucier de deux choses dans les problèmes de peau. Pourquoi? Ça, c'est une question un peu plus subtile qui renvoie à l'émotionnel. Et comment? Ça renvoie plus à la physiologie. Alors comment se fait-il? Les reins, et le foie, on parle du foie après, on va gérer les déchets métaboliques et que la peau a besoin de prendre le relais. On va prendre tout de suite la piste de la physiologie. Généralement, il y aura rapidement des effets en modifiant ce qui va être de l'ordre de l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, le plus gros levier à activer, c'est l'alimentation. Parce que si on parle de production du sang, évidemment, on va voir ce qu'on ingère. Dans des pays limitrophes au nôtre, il y a des émissions qui sont quasi systématiques. Chez les agriculteurs en Suisse ou en Allemagne, quand il s'agit de problèmes de peau, ça sera le lait de vache, des produits agricoles, spécifiquement le lait. Parce que ce sont les produits qui génèrent le plus de déchets métaboliques acides dans l'organisme dans une période moderne. Ça, c'est ce qui est généralement activé. En naturopathie, quand on prend le soin d'avoir une démarche holistique, pas juste symptomatique. Et si on les évince, forcément on aura moins d'acide circulant dans le corps, donc moins de rejet. Ça c'est la première des choses. Après ça va être tout ce qui va être acidifiant de manière générale. Café, tous les types de stimulants, boissons énergisantes, excepté le sucre raffiné tout au-dessus, puis les autres sucres aussi, et puis aussi de mauvaises combinaisons alimentaires qui vont acidifier le milieu, et sans que ça soit forcément des mauvais aliments, par mauvaise association, au niveau du métabolisme, on va générer des acides. Encore une fois, ça va dépendre du terrain de la personne, et c'est là où le regard du naturopathe est intéressant dans son diagnostic, c'est de dire, est-ce que la personne est surchargée en toxines, ou est-ce que sa vitalité est à ce point faible, que le moindre écart dans l'alimentation vient générer une crise. Une crise par la sortie de peau. Là on parle de crise, mais on peut aller aussi dans le chronique. Il y a des gens qui ont de l'eczéma chronique. Là c'est à gérer différemment. J'ai des gens en consultation qui ont de l'eczéma de naissance. Elles sont nées avec de l'eczéma. Donc là, c'est de travailler évidemment avec la maman, comment elle mangeait, qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse. Ça c'est capital d'avoir ces informations, sinon on ne peut pas travailler. Quand bien même on parle de gluten et de produits laitiers par exemple,
Si une mère qui allaite un enfant qui a de l'eczéma ou du psoriasis ne voit pas qu'elle le dit activer parce que l'enfant est nourri à son propre lait, donc il prend pas de gluten et produits laitiers, et ben c'est de regarder l'alimentation de la maman, parce que le lait c'est uniquement le filtrat de ce qui va être consommé par la mère. Donc là on va influer sur l'alimentation de la mère, et on a tendance à négliger, alors qu'on s'émerveille à chaque fois en disant bah tiens ça a le goût ou ça a la couleur des aliments que la maman prend. On sait que faut pas que la maman fume ou boive d'alcool puisque ça va se retrouver dans le lait, mais on va pas penser aux aliments qui viendront acidifier ou basifier le milieu pour l'enfant. Et évidemment, ce qui est la manifestation la plus courante, c'est par exemple les diarrhées. On a des problèmes de peau, de rougeur, ou ce qu'on appelle communément les croûtes de lait, sont évidemment des impacts liés à l'alimentation. L'avantage des tout petits, des nourrissons, c'est qu'ils ont un seuil de vitalité hyper élevé, et donc du coup le moindre écart au niveau de leur hygiène de vie va se traduire tout de suite par des manifestations cutanées, ou par un dérèglement du système digestif, ou par des odeurs plus odorantes. C'est pas que nous, on n'a pas cette faculté-là, c'est qu'on a épuisé cette vitalité. Par exemple, on parle de produits laitiers, je ne vais pas faire tout un avis dessus, mais quand on fait la migration du lait maternel jusqu'à un lait animal, généralement le lait de vache, il se passe souvent des phénomènes de régurgitation que l'enfant n'avait pas au départ, et puis là, ce que le pédiatre ou ce qui est communément entendu dans les familles, c'est faut le temps qu'il trouve son lait. Voilà, c'est l'expression qui est convenue, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins que le système nerveux de l'enfant qui rejette l'aliment, et puis une fois que ce stress est passé, puis toute cette énergie d'évacuation est consommée, et puis surtout que l'enfant a compris qu'il devrait faire avec cet aliment et rien d'autre, il n'y a plus cette manifestation-là. Il ne faut pas se tromper derrière ces choses-là, c'est que le corps, lui, il a une très grande réactivité. Et si on ne l'écoute pas, on abaisse le seuil de tolérance et on rentre en fatigue. Alors, il y a souvent des gens sceptiques qui, suite à ces propos-là, je fais le lien avec le foie, ou quelqu'un de lambda, qui a un organisme fonctionnel, boit 2-3 verres de vin, elle va avoir un peu mal au foie, elle va avoir le gueule de bois le lendemain, qui va accompagner un alcoolique à boire, qui lui n'aura pas de problème à boire 2 litres de vin, elle n'aura pas la gueule de bois le lendemain. Quel est le foie qui sera en meilleure santé? C'est évidemment celui qui n'est pas stimulé, pourtant, ce sera la personne qui sera en plus mauvais état le lendemain. C'est toujours, on peut prendre l'exemple pour la cigarette et les poumons aussi. Si je suis pas fumeur et que je fume une cigarette, je vais tousser, au contraire d'un fumeur qui va fumer et ne pas tousser. Il pourrait me dire, c'est toi qui as des mauvais poumons. On peut pousser aussi le ridicule un peu plus loin, si on va faire une grande randonnée à Val Thorens ensemble, moi je respirerai bien, et lui, il aura mal, il sera irrité. Et il dira, l'air pur est mauvais pour la santé. Par des sophismes comme ça, on peut faire tout dire. Le problème, c'est que ça touche à la santé. Et on ne peut pas se permettre d'être dans une simplicité comme ça. Et donc, il faut une grande vigilance par rapport aux réactions symptomatiques de son corps, et surtout dans leur interprétation. La problématique, c'est qu'on ne nous a pas éduqués à ça. Déjà, on connaît très peu notre corps. Pas du tout. Et donc, du coup, quand on a une réaction symptomatique, on a plus une peur, et on pense que c'est négatif. Et souvent, les gens viennent vers moi et disent, je sais que vous allez me dire que c'est normal, et que ça fait partie du processus de détoxination ou autre, et moi, ça me fait peur. Alors là, c'est tout un travail de pédagogie à avoir et d'éducation. On est tellement dans un schéma de tout ce qui n'est pas normal et qui est un peu de l'ordre du désagréable et négatif et doit être caché, que du coup on ne prend pas le temps de l'interpréter. C'est-à-dire de l'eczéma, la pommade à la cortisone, elle fera son travail. C'est clair. Sauf que ça ne va jamais régler le problème, puisqu'on va arrêter la pommade à la cortisone, le problème de peau sera toujours là. Et je vais même accentuer, parce que la cortisone, on sait que c'est un toxique majeur, donc ça va augmenter la production de toxines dans le corps. Donc c'est juste qu'on va mettre un pansement sur une jambe de bois, mais qui sera satisfaisant pour tout le monde. C'est-à-dire, puisque généralement le thérapeute n'aura pas de piste pour aller en profondeur et éradiquer ce problème,
et puis la personne sera heureuse de se débarrasser de quelque chose qui est très 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 parasitant. Si on ne se tourne pas vers l'hygiène de vie globale de l'individu, il y a très peu de chances que les problèmes de peau, quels qu'ils soient, soient liés. L'hygiène de vie, donc on a vu que c'était l'alimentation, je reviendrai plus en détail pour des choses spécifiques. Mais dans l'hygiène de vie, il y a aussi le sommeil, la qualité du sommeil, parce qu'évidemment c'est la nuit qu'on détoxifie le plus, c'est pour ça que le matin on dit déjeuner, période de jeûne qui se produit du dernier repas du soir jusqu'au premier du matin, vu qu'on est en repos métabolique quasi complet parce qu'il y a le subconscient, le système nerveux autonome, enfin, tout un tas d'éléments qui fonctionnent dans le corps, mais on n'est pas actif au niveau conscient. Et puis on est allongé, donc la circulation se fait plus facilement, il n'y a pas le poids de la gravité, et d'ailleurs on le voit très bien au niveau des urines le matin qui sont plus chargées, signe qu'il y a eu une élimination. Donc si on n'a pas un sommeil suffisant, évidemment qu'on ne va pas détoxifier suffisamment, on va accumuler jour après jour des déchets métaboliques. Et le troisième point dans l'hygiène de vie, le troisième, ça va être tout ce qui est pollution électromagnétique. C'était pas du tout abordé il y a encore 5-10 ans, on va dire même en naturopathie, parce que c'était peu présent, puis on avait peu de recul. Aujourd'hui on voit que sur les terrains, sur les morphotypes, il va y avoir une augmentation, voire un déclenchement des problèmes de peau liés à la pollution électromagnétique. Ça sera souvent des gens qui habiteront vers des antennes relais, ou alors des lignes à haute tension. Et là, c'est le système immunitaire qui est dysfonctionnant, et ensuite une fatigue qui vient écraser, puis une production de toxines dans l'organisme. Le quatrième volet, qui n'est pas le moins important, au contraire, ce sont les liens psycho-émotionnels, c'est-à-dire les liens de somatisation. Ça serait compliqué de faire quelque chose de complètement exhaustif sur ce domaine-là, donc je vais juste donner quelques grands principes. Par analogie, les problèmes de peau, souvent les expressions populaires renvoient du bon sens, donc être mal dans sa peau. Voilà, c'est bête, pas plus bête que ça. Donc c'est qu'il y a un dysfonctionnement. La peau, elle est aussi la première indication de communication avec l'autre. C'est ce qu'on renvoie. C'est-à-dire, c'est la barrière naturelle entre le monde extérieur et moi. Donc c'est comment je me sens, comment je me situe, comment j'apprends les choses, comment je les reçois et comment je les émets. On retrouvera souvent les gens stressés ou anxieux, chez qui il y aura présence de psoriasis ou d'eczéma, par exemple. Après, on pourra aller plus loin dans la somatisation. Donc il y a Odoul et puis le Québécois très connu dont j'ai oublié le nom, Martel, Jacques Martel, c'est le dictionnaire des maladies, qui eux ont aussi cartographié le corps humain en fonction des problèmes de peau et de la récurrence, un peu sur les principes aussi du docteur Hammer. Chaque localisation traduirait l'expression d'un dysfonctionnement intérieur. La relation à la mère, la relation au père, la relation avec la hiérarchie, le fait de trouver sa place, le fait d'avoir de la confiance en soi, le fait de développer de l'animosité envers son prochain, voilà, tout un tas de choses. Et puis il y a différentes autres personnes qui travaillent sur les localisations en fonction de à quoi sert cette partie. Les mains, ça servira à prendre au niveau du cuir chevelu, c'est-à-dire la partie la plus haute de la personne, la partie la plus élevée, les pieds pour l'enracinement, voilà, tout un tas de choses. Je ne vais pas rentrer dedans en détail parce que c'est très long et alambiqué. En tout cas pour moi, qu'on accorde ou pas du crédit à ces pistes-là, il y a une chose qui est certaine, c'est que, de mon point de vue, c'est que le lien avec le stress et la gestion des émotions est absolument indiscutable pour les problèmes de peau. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas une prise en charge de la personne dans sa gestion du stress, on arrivera à très peu de résultats. Hormis si on passe par des
des applications cutanées de pommade ou de crème. C'est sûr qu'on aura des résultats, mais qui reviendront. Ça se voit beaucoup, de plus en plus chez les jeunes en période d'examen. Ces poussées urticantes qu'on dit au départ, parce qu'on ne sait pas diagnostiquer, parce que généralement la personne n'a jamais fait d'eczéma ou de psoriasis, donc on va appeler ça urticaire. Après investigation, on va aller plus vers des diagnostics précis. Mais ça se voit de plus en plus voilà, sur les périodes de grand stress, et après ça disparaît. Donc là on voit que c'est un événement ponctuel lié à quelque chose de très spécifique. La génération de stress, et puis la mauvaise gestion des émotions. Donc là on est dans le cas de quelque chose d'aigu. Au niveau chronique, ça peut être un mal-être plus profond, voire un traumatisme. Un problème familial, une rupture, un décès, un divorce, un déménagement, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis il y a des gens qui vont être dans le chronique, mais qui vont avoir des crises, des dates anniversaires, des lieux spécifiques, où là ça va encore raviver, accentuer. Donc là il est intéressant que la personne se tourne vers une démarche plutôt psychothérapeutique, pour aller traiter de fond du problème, et surtout percevoir ce problème de peau comme un outil de diagnostic assez fantastique, c'est-à-dire qu'il lui révèle où elle en est dans sa gestion du conflit intérieur. Et c'est là où la démarche globale, on va dire holistique, de l'individu, elle est complètement à l'opposé du système allopathique, qui est d'un côté, il faut supprimer de symptômes, et de l'autre, on va tout miser sur le symptôme pour comprendre d'où vient la cause, et puis surtout quand on travaille dessus, jusqu'à quel point on va pouvoir jouer sur la manifestation. C'est-à-dire que le fait de gérer l'eczéma ne deviendra pas un objectif, mais fera partie intégrante du chemin vers le rééquilibrage global de la personne. Ce qui est intéressant avec des démarches comme celle-ci, c'est que ça fait prendre une autre dimension à la personne. On va se responsabiliser aussi sur la gestion des émotions en disant oui, je suis pas que comme ça. Souvent on dit je suis stressé, je suis anxieux, je suis colérique, je suis dépressif, c'est comme ça, c'est ma nature. Sauf que quand on arrive dans cette démarche-là, on peut travailler plus en profondeur, et avec notre outil de diagnostic, qui est le problème de peau qui vient se réactiver dans tel ou tel contexte, on va voir de manière tangible où on en est dans la gestion de notre problème qui est complètement invisible et subtil. Il reste que, si c'est un travail de longue haleine, c'est assez difficilement supportable. C'est beau à dire, en discours, en théorie, mais à vivre c'est plus problématique. Alors il existe pour ça des choses qui vont faire qu'on va pouvoir gérer ces mauvaises sorties. On peut prendre l'approche, on va dire traditionnelle, d'appliquer quelque chose directement sur la peau, même en pratique naturelle, vous en avez plein. Ça pourrait être à base de pommades faites maison ou de préparations existantes, toujours dans un corps gras, puis souvent avec des huiles essentielles. Ça peut s'entendre pour la gestion de crise. Après, on reste quand même sur du symptomatique. L'idéal étant de travailler sur la gestion de son stress par rapport à des exercices de méditation, de la relaxation active, voire un sport doux, mais surtout ça va être l'alimentation. Et là, l'alimentation peut viser deux choses. J'ai abordé seulement le premier point tout à l'heure en disant éviter ou stopper d'apporter des aliments acides, mais ça peut être l'inverse, c'est apporter en complément des aliments hyperalcalins et stimulants pour le fonctionnement du foie et des reins qui vont être tous les deux extrêmement importants dans la manifestation des crises ou pas au niveau de la peau. Les aliments préférentiels pour ces problèmes de peau, souvent on voit qu'il y a de la sécheresse, et là c'est clairement les minéraux qui font défaut, les minéraux et les acides gras. Donc c'est tout ce qui va être des végétaux de saison mûrs, préférentiellement les légumes, chlorophyllés, puisque c'est ceux qui vont contenir le plus de minéraux, donc tout ce qui va être vert et hors sol. L'idéal étant le concombre. Et le concombre, si vous connaissez un petit peu tous les modes de femmes actuelles de elle,
Les masques au concombre, c'est hyper connu. C'est pas parce que c'est pratique à couper et que ça tient bien, c'est parce que le concombre avec la figue, c'est l'aliment le plus alcalin qui soit, le plus antiacide. Et c'est pas parce que le concombre a des pouvoirs magnétiques extraordinaires que ça va venir nourrir la peau. Parce qu'il est rempli de sels minéraux, très hydratants, et que du coup, ça va aller jusque dans la cellule, détendre la peau et l'alcaliniser. Ça peut être une application locale qu'on fait avec les copines dans l'institut, c'est intéressant. Mais on pourrait aussi aller plus loin en mangeant des concombres tous les jours. C'est-à-dire amener de l'alcalinité très forte. Nourrir de l'intérieur. Puisqu'on voit que la peau, c'est quoi qu'il en soit, l'outil de diagnostic préférentiel pour voir l'état de ce qui se passe à l'intérieur. Une peau sèche, ça renvoie à un terrain acide, clairement. Des problèmes chroniques ou même ponctuels montrent un état de toxémie plus ou moins avancé, plus ou moins ancré dans l'organisme. Et donc d'aller vers des végétaux qui soient très riches en minéraux, ça sera vraiment idéal pour venir retravailler le terrain. Dans cette logique, il y aura les algues également, qui sont très riches en minéraux, et qui ont en plus un caractère détoxifiant. S'ils sont préparés correctement, les oléagineux. Les oléagineux, ça va être tout ce qui est amandes, noisettes, etc. Préparés correctement, ça entend d'être trempé au minimum 12 heures, pour qu'il y ait un état de germination, et que les inhibiteurs d'enzymes qui sont acidifiants et qui s'y trouvent soient désactivés au maximum. Eux, ils apporteront minéraux, acides gras et protéines, c'est-à-dire l'essentiel de ce qui constitue le renouvellement d'une cellule. Le troisième groupe d'aliments, ça peut être les fruits. Alors plutôt les fruits doux que les fruits acides, évidemment. Donc, par fruits doux, j'entends plutôt, alors toujours mûrs, bananes, mangue, poire, papaye, raisin, nectarine, kaki, et figue, dont j'ai déjà parlé. Et la pomme, évidemment. Mais toujours mûrs. Puisque s'ils ne sont pas à maturité, il n'y aura pas les substances minérales qui vont être nécessaires à oxyder les acides faibles des fruits. Donc on va piocher dans une réserve alcaline et augmenter de fait la circulation des acides dans l'organisme. Si on veut aider, et là on est dans une démarche également ponctuelle, aider les organes à mieux filtrer ces déchets métaboliques acides, on pourra travailler en massage sur les organes, c'est-à-dire drainer le foie par des techniques de décongestion manuelle, et surtout masser les reins, de manière très forte. Souvent, beaucoup de gens viennent me voir en me disant j'ai mal au lombaire. Quand on investigue un petit peu, on se rend compte qu'en fait, les reins sont congestionnés, les déchets métaboliques sont bien amenés au niveau des reins, mais ceux-ci étant épuisés, ne peuvent pas les éliminer, donc ça reste entre guillemets en suspension. Dans cette zone-là, ça vient congestionner la zone. En procédant par des massages, on va décongestionner au niveau local, manuellement, et on va drainer les acides au niveau de la lymphe et du sang. On peut mettre aussi de la chaleur sur ces organes, donc des bouillottes chaudes sur le foie, ou sur les reins. Et puis aussi, on peut travailler avec des tisanes dépuratives. Les plantes qui seront préférentielles pour les problèmes de peau, il n'y a pas d'ordre particulier dans ce que je vais dire, mais ça va être l'aubier de tilleul, l'ortie, les feuilles d'olivier, les racines de pissenlit, les feuilles de cassis, le chardon-marie, le boldo, le romarin, la bruyère également, le plantain aussi, dans une moindre mesure. Plus que des diurétiques, ce vont être des stimulants à l'élimination au niveau de la vésicule biliaire, de la sphère hépatico-biliaire de manière générale, et aussi de la sphère rénale. Et là, on va le voir avec une plus grande production d'urine, et surtout une modification de la couleur, c'est-à-dire que ça va être quelque chose de plus
de plus nourri. Je prends l'exemple aussi des personnes qui veulent perdre du poids et qui ont un effet systématiquement ce qu'on appelle yo-yo. C'est-à-dire il y a perte de poids parce qu'on réduit l'apport calorique, et puis dès qu'il y a une reprise d'alimentation standard, c'est-à-dire avec des besoins nécessaires journaliers, reprise de poids. On va dire c'est le métabolisme, etc., etc. Bien sûr que tout est le métabolisme. La personne qui a des cheveux blancs, la personne qui a de la calvitie, la personne qui a des lunettes, tout va être question de métabolisme, c'est certain. Après, c'est de comprendre pourquoi. Eh ben, je fais le parallèle, de par mon expérience, avec la personne qui aura des problèmes de peau, avec celle qui aura de la rétention ou d'eau ou graisseuse dans le corps, c'est-à-dire non-possibilité d'évacuer les déchets métaboliques par les voies naturelles. Et en faisant le test, je donnais les mêmes tisanes que je préparais pour les gens qui avaient des problèmes d'eczéma, à ceux qui avaient des problèmes de perte de poids, avec une alimentation correcte. Et souvent, au bout de quelques semaines, les urines se chargeaient plus, et on me dit, les gens, sans boire plus de liquide, urinaient 2, 3, 4 fois plus dans la journée, et perdaient entre guillemets leur eau. C'est-à-dire que les reins étaient à ce point saturés qu'ils n'arrivaient plus à évacuer les électrolytes, et ça restait en suspension dans l'organisme. Donc c'est pour ça que chez certaines personnes, ça va s'exprimer par la peau, d'autres par la prise de poids, d'autres par des diarrhées, peu importe. Ça, c'est notre mode à nous, c'est notre système de fonctionnement à nous. C'est complètement propre. Donc c'est pas de dire, moi je mange comme mon voisin, et puis lui il a ci, lui il a ça, puis moi j'ai pas ci, par contre j'ai ça. C'est pas ça qui est important. On n'est plus dans la période où il faut avoir un diagnostic prédéfini pour un besoin spécifique. C'est d'investiguer puis de regarder comment est le terrain de cette personne. Et souvent, ça commence déjà par lui poser des questions sur son ascendance, sur sa famille. Et souvent, les problèmes de peau, ah oui, c'est vrai que mon père a ci, ma mère a ça. Bon. Là, déjà, ça donne un aiguillage. Et ça donne l'aiguillage pour dire quelle est la porte de sortie préférentielle de cette lignée génétique. Et il y en a, ça va être, oui, dans ma famille, il y a des diverticules. Oui, dans ma famille, il y a un problème de pancréas. Dans ma famille, il y a un problème de rein. Donc ça, c'est la faiblesse génétique, qui n'est pas une tare, si on la connaît au départ, justement. Si on prend le soin d'aller vers une démarche globale, comme la naturopathie, on va travailler sur cette faiblesse pour venir la rééquilibrer. Tant mieux si je connais d'avance quel est mon point faible. Ça m'évite à chaque génération de recommencer le circuit, ce qui est généralement le cas. On va même maintenant faire des opérations préventives, c'est-à-dire ta maman, ta grand-mère a le cancer du sein, ta mère a le cancer du sein, on va pas attendre que tu aies un cancer du sein, on va enlever le sein. Alors ça serait plus intéressant de dire quelle était l'hygiène de vie de ces deux personnes, quelles sont les concordances, puisque ça fait quand même 2 générations sur lesquelles on a des informations, autant les utiliser, les mettre à profit. C'est ça qui est intéressant quand on est parent, c'est quand on travaille sur soi, on peut redonner à l'enfant. C'est pas dit qu'il évite nos problèmes, mais c'est qu'en tout cas, il a un énorme capital. Il n'a pas que le poids de la génétique, il a aussi la chance de l'expérience. C'est là-dessus, il faut tout capitaliser. Puis, ça peut aussi aider, quand on travaille sur soi, l'ascendance. C'est-à-dire, si lui, tiens, oui, ça c'est chronique dans la famille, moi je crois que j'ai compris quelque chose, en tout cas ça va mieux, et on offre une piste d'investigation. Et dans les problèmes de peau, c'est souvent ce qui se passe. Ce qui va être intéressant, c'est que souvent, dans les problèmes de peau, il va y avoir des interactions familiales, clairement. C'est souvent des liens avec des parents proches qui déclenchent des manifestations cutanées. Donc, de mettre le doigt dessus, ça permet aussi de décoincer, de faire un acte thérapeutique. L'outil numéro 1 pour les crises extrêmement chroniques de problèmes de peau, je pense là au psoriasis, ça va être le jeûne. L'année dernière, j'étais chez Désir Amérien, qui est la personne qui m'a formé au jeûne, et il y avait une personne avec qui j'ai sympathisé, qui travaillait au rayon frais, et qui était couvert de psoriasis sur tout le corps, vraiment sur tout le corps. Donc il ne pouvait plus déjà saisir les fruits et légumes, parce qu'il ne pouvait plus serrer ses mains. Et puis pour le rapport à la clientèle, c'était je faisais ça en particulier.
Donc il avait essayé plein de choses, parce que ça fait 30 ans qu'il avait des psoriasis chronique. Et puis il en est venu à essayer de jeûner. Donc il a jeûné pendant 10 jours, tantôt à l'eau, tantôt au bouillon. Donc quasiment 6 jours juste à l'eau. Et donc Désiré Mérien, qui m'avait formé à l'époque, m'avait dit de suivre du regard, et de poser des questions à cette personne, parce que c'était un cas très lourd dans ce qu'il venait manifester dans ses problèmes. Et donc le 3e jour de jeûne, il n'a pas pu se lever, le 4e non plus, et il a vomi toute la nuit. Alors il n'y avait rien dans l'estomac. Donc là c'est le système hépatique qui a complètement relâché, et s'est ressorti par la voie haute, on va dire, il vomissait vert. Et après ça, il a eu des grosses crises de fatigue, et sa peau a commencé à desquamer complètement. Il a pu commencer à fermer ses mains, ce qui était impossible parce que ça craquait. Et à la fin des 10 jours de jeûne, enfin quasi jeûne à l'eau, en tout cas au bouillon, il pouvait fermer ses mains, et puis, même si sa peau était rosée, il pouvait passer sa main dessus, ce qui était impensable avant, parce que c'était à vif. Qu'est-ce qu'avait fait son corps? Il avait juste arrêté de prendre des informations alimentaires, donc de faire travailler le système digestif, donc le métabolisme, donc la génération d'acide, et toute cette énergie non utilisée a été mise à profit de l'élimination, de l'excrétion des toxines. Par les urines, par les selles, il y en a une ou deux, même si le système digestif est bloqué, et aussi par la sudation. Mais par un organe relais auquel on pense très peu, les poumons. C'est une personne qui perdait, dans les premiers jours de jeûne, entre 600 grammes et 900 grammes. S'il n'y a pas de sel, il y a très peu de transpiration, la perte de poids vient immanquablement du rejet du CO2. L'oxygène va venir fixer le carbone dans le corps pour le rejeter hors de l'organisme. Et on peut perdre 1 livre par jour juste par les échanges gazeux. Le travail que fait aussi Désiré Mérien, c'est de miser beaucoup sur la détoxination par la sphère pulmonaire à travers des exercices respiratoires, notamment la biorespiration. C'est pour ça que chez certains jeûneurs, l'haleine va être très forte. C'est signe que la détoxination est intense. Et lui, c'était sa porte de sortie. Et donc, dans son problème de peau qui était global, lui, il avait trouvé une énorme porte d'espérance. 30 ans avec du chronique, et au bout de 10 jours, on va dire 70% de mieux-être. Donc lui, il était reparti en disant je vais complètement changer mon alimentation, parce qu'il était convaincu, il était venu en disant point d'interrogation, je sais pas, en tout cas j'essaye cette piste-là, puisque j'ai essayé plein de choses. Il a été convaincu que l'alimentation avait un rôle à jouer, et il était motivé pour refaire un jeûne quelques mois plus tard pour venir endiguer ce problème. Et là, il était d'un côté, je nourris autrement mon corps, et deux, je stimule l'élimination. Fort à parier que son psoriasis est disparu aujourd'hui, 1 an et demi après. C'est toujours cette dynamique qu'il faut avoir. C'est sûr que dans le quotidien qu'on a, on ne peut pas accorder toute l'énergie et toute l'importance qu'on veut à un problème de peau. Néanmoins, on peut faire coexister plusieurs choses. Faire des exercices respiratoires qui vont accentuer la détoxination, mais aussi favoriser des états de relaxation. Dormir plus, s'hydrater plus, supprimer les toxiques, manger bio évidemment, couper les stimulants, stopper le lait de vache, diminuer drastiquement, voire stopper le blé. Toutes ces choses-là, ça va aller dans un sens très positif. Pour peu qu'on utilise des tisanes stimulantes ou drainantes, ça va encore plus augmenter. En parlant de choses qui vont stimuler et nourrir, il y a ce qui est très connu pour les problèmes de peau, c'est la fève de bouleau, qui s'utilise en interne, mais qui peut s'utiliser aussi en externe. C'est-à-dire dilué avec un peu d'eau, ou pur, directement en gaz sur le problème de peau. C'est-à-dire que c'est extrêmement riche en minéraux, la fève de bouleau, donc ça va venir tamponner l'acidité sur la zone là où on va le mettre.
On voit aussi à quel point les minéraux sont importants pour les gens qui ont du psoriasis ou de l'eczéma même. Quand on va dans l'eau salée, c'est-à-dire mer ou océan, là on se rend compte qu'il y a un apaisement très rapide. C'est pas parce que, alors ça peut être aussi parce qu'on est détendu, on est en vacances généralement, mais c'est surtout par les sels minéraux contenus dans l'eau. Alors, on n'est pas obligé d'aller tout le temps à la mer pour ça, on peut faire des cataplasmes alcalins. Alors ça peut être avec de l'eau de mer, c'est assez onéreux, ou ça peut être déjà avec du sel non raffiné, ou éventuellement du bicarbonate de soude. C'est pour ça que les cures de balnéothérapie sont hyper répandues pour les problèmes de peau. C'est que déjà on mange peu et en général pas trop mal. Il y a de l'activité physique, on est pris complètement en charge, on dort bien, et on va se baigner. Tout ce qui est plus favorable. Le problème, souvent, c'est que c'est des cures. Donc c'est qu'il n'y aura pas d'éducation derrière pour dire, ben là, oui, on a fait sortir ton psoriasis ou ton eczéma, mais c'est un peu flou. Il n'y a pas de vraie démarche derrière en parlant des émonctoires. C'est capital que vous compreniez que c'est au niveau des reins et du foie que ça se situe. Et j'allais dire au niveau du cerveau. C'est les 3 organes qui sont clés pour les problèmes de peau, dans le désordre. Même sans avoir de manifestation prononcée de problèmes de peau, on peut se rendre compte aussi qu'en état d'anxiété, on va se gratter. Ça, c'est déjà un problème de peau. Rien que ça. On prend souvent la peine de s'intéresser à ces problèmes-là quand ils deviennent insupportables. Plus gérables, que ce soit au niveau esthétique ou au niveau du bien-être. Mais le simple fait de se gratter régulièrement montre déjà qu'il y a un problème de peau. Ou en tout cas un problème de mal-être à l'intérieur. Et ça vaut le coup de s'y intéresser. Il ne s'agit pas d'être comme n'importe quel hypochondriaque à tout le temps s'écouter et s'observer. En tout cas, quelque chose qui devient régulier et chronique, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Souvent on dit, et si j'avais su, ou alors là ce que vous me dites c'est vachement long, c'est complexe. Et souvent on doit travailler sur des années. Il y a un programme de quelques semaines pour travailler sur quelque chose de... Là la personne, 10 jours de jeûne pour 30 ans, bon, c'est pas si cher payé entre guillemets. Mais si on... C'était quelqu'un qui avait beaucoup de vitalité quand même, mais quelqu'un qui a peu de vitalité, et qui a lutté pendant 30, 40 ans sur quelque chose, évidemment, il faudra avoir des moyens très appropriés pour pouvoir venir l'aider. Et souvent, on veut une réponse immédiate à des choses qu'on a laissé s'installer pendant des années. Alors c'est généralement pas qu'on a voulu les laisser s'installer, c'est qu'on n'a pas eu l'information. Là aussi, c'est pas la peine de se rajouter un stress par rapport à ça, c'est de prendre le temps. Et si on sait que les problèmes de peau sont aussi un problème de mal-être, et puis de crise, je veux dire, de vie, ou crise de l'existence, donc existentielle, ça peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, quelquefois plusieurs années à se résoudre. Tant qu'on est dans une démarche positive, cohérente et globale, c'est pas un problème. Ça permet justement d'avoir un garde-fou quand on avance, et d'avoir un outil de diagnostic très fiable pour savoir où on en est dans notre vie. On a tous notre talon d'Achille qui va s'exprimer différemment. Le problème, c'est que les soucis de peau, ça se voit. Ça se voit pour les autres, et ça se voit pour nous. Et on a une grande facilité à dissimuler nos soucis. La diarrhée, on va bidouiller. Transpiration, on va bidouiller. Perte de cheveux, on va bidouiller. Par contre, problème de peau, on peut pas bidouiller parce que ça se manifeste à nous. Mais les gens qui ont des problèmes de peau sont pas plus stressés que les autres, pas plus intoxiqués que les autres, c'est juste que leur porte de sortie se voit. Pour les autres, ça se voit pas. Donc on aura facilité à pointer du doigt telle ou telle personne. Toi t'es stressé, toi t'es intoxifié. Pas plus que d'autres personnes. Sauf que la peau, ça se voit. Et donc pourquoi ces gens-là manifestent ça vers l'extérieur?
évidemment pour elle, mais aussi pour les autres. Et c'est là où il faut voir aussi le côté positif de la chose. C'est que même s'il y a une problématique avec l'autre, sans doute que l'autre aura un acte très fort pour venir penser et guérir ce problème. Et donc plus percevoir l'autre comme un adversaire, comme un problème, mais justement lui laisser une place pour qu'il vienne faire partie intégrante de la thérapie. C'est là où c'est intéressant, ça demande aussi un travail en profondeur, et c'est la richesse des personnes qui ont des problèmes de peau, d'avoir ce lien à l'autre, ce lien parasitant au départ, et ce lien ensuite, on va dire, nourrissant. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour dans les très grandes lignes pour ce soir. Je préfère laisser place aux échanges qui seront plus intéressants.